Interesting. I've been stabbed, and I've been hanged, and I've been burned. Even broken on the rack once, but I've never been shot before. It kind of itches a little. You have quite decent aim, though. But next time. Put a little heart into it. En 1995, Hollywood traverse une drôle de période. Le cinéma d'horreur cherche son second souffle. Eddie Murphy essaie de recoller les morceaux d'une carrière qui part en vrille et Wes Craven se demande s'il ne devrait pas raccrocher. C'est dans ce contexte bancal que naît Un vampire à Brooklyn, un projet qui sur le papier semblait tenir la formule magique. Mélanger le maître de l'horreur avec la plus grande star comique afro-américaine pour créer une comédie horrifique urbaine. Eddie Murphy, c'était le mec intouchable des années 80, le flic de Beverly Hills, un prince à New York, des cartons planétaires. Mais depuis 1990, c'est la descente. Les nuits de Harlem se plantent, 48 heures de plus déçoit, et surtout, le flic de Beverly Hills 3, en 1994, fait à peine 42 millions de dollars, alors que le deuxième en avait ramassé plus de 150. En 95, Murphy n'est plus une garantie. Il cherche à se réinventer sans trop savoir comment. De l'autre côté, Wes Craven est dans une impasse différente. Le bonhomme a révolutionné l'horreur avec La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux et surtout Les griffes de la nuit qui a créé Freddy Krueger. Mais après des années à surfer sur cette vague, Craven tourne en rond. Son dernier film, Freddy sort de la nuit, en 94, tente de déconstruire Freddy. Les critiques saluent, le box-office reste modeste. En 95, il reçoit le Life Career Award, ce genre de récompense qu'on donne aux artistes dont on pense que le meilleur est derrière eux. Craven est fatigué et envisage de tout plaquer. C'est dans ce double naufrage que Paramount décide de jouer un coup risqué. Le studio a Murphy sous contrat depuis 82 et Un vampire à Brooklyn doit être le dernier film de ce partenariat. L'idée vient de Murphy lui-même, grand fan d'horreur. Incarner Maximilian, vampire noble venu des Caraïbes qui débarque à Brooklyn pour trouver une compagne. Le twist, rattacher le vampirisme à l'Afrique ancienne plutôt qu'à l'Europe, faire un vampire noir dans une métropole noire, original, audacieux. Pour donner du crédit au projet, Paramount fait appel à Craven. Le réalisateur y voit une double opportunité, aborder le vampirisme comme métaphore des maux des ghettos et explorer enfin la comédie. Le budget est modeste, entre 14 et 20 millions de dollars. Paramount espère que le mix touchera les fans d'horreur et le public des comédies afro-américaines. Le timing semble bon, Dracula et Entretien avec un vampire ont cartonné. Alors qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Tout. Murphy veut jouer son vampire au premier degré. Craven veut que l'humour naisse de l'histoire. Paramount veut plus de comédie à la Le Flic de Beverly Hills. Les trois visions sont incompatibles. Le tournage commence en octobre 94. Dans quelques mois, tout le monde comprendra que ce mariage entre horreur et comédie est un divorce annoncé. L'histoire d'un vampire à Brooklyn commence dans la tête d'Eddie Murphy. Et ça, c'est déjà un problème en soi. Murphy n'est pas juste l'acteur principal du projet. Il en est l'instigateur, le producteur via Eddie Murphy Productions et le co-scénariste avec son frère Charlie Murphy et Vernon Lynch. Le scénario final sera signé par Charlie Murphy, Michael Lucker et Chris Parker, mais l'ADN du film vient bien d'Eddie. Et ce qu'Eddie veut, c'est clair, explorer un territoire qu'il n'a jamais abordé. I wanted to do something that was, you know, a little different. I never played a villain in a movie before. And what's interesting about this part was it gave me the opportunity to do something that's kind of serious, and I can be funny too because vampires can change their shape. According to vampire folklore, a vampire can, you know, turn into different images and stuff. So when my vampire turns into another guy, then he's really funny, and I get to go over the top and be funny. Murphy est obsédé par les films d'horreur depuis gamin. Il cite pêle-mêle Rosemary Baby, L'Exorciste, La Nuit des Morts Vivants, Réanimateur et surtout la filmographie de Wes Craven. Son film préféré du réalisateur, L'Emprise des Ténèbres. Quand il développe le concept de Maximilian, ce vampire aristocrate venu des Caraïbes, Murphy veut fusionner deux univers, la mythologie vampirique classique et la culture afro-américaine urbaine. Son idée, c'est de rattacher l'origine du vampirisme à l'Afrique
plutôt qu'aux Carpates, de faire un Blacula moderne mais en mieux. Un vampire noir qui débarque à Brooklyn pour trouver sa semblable, la dernière femme de sa lignée, dans un mélange de gothique et de réalisme urbain. Sur le papier, c'est ambitieux. Paramount mord à l'hameçon. Le studio voit une double opportunité. Utiliser le dernier film du contrat de Murphy pour tenter quelque chose d'original et de capitaliser sur le succès récent des films de vampires prestigieux comme Dracula de Coppola et Entretien avec un vampire. Le budget est fixé à environ 14 millions de dollars, modeste pour une production avec une star de cette envergure. No, I didn't even take my regular salary that I take on this movie. This was like a small picture, and it turned into something big just in how it turned out. But we approached it like, let's do a little small horror movie. And then we got Angela Bassett, and the script turned out the way it turned out. Then Wes came aboard, and it turned into like a movie. But it started out something small. Pour diriger ce film, Murphy et Paramount font appel à Wes Craven. Le réalisateur arrive en premier sur le projet et c'est lui qui fait venir le reste de l'équipe. Pour Craven, c'est une opportunité inespérée après 20 ans passés exclusivement dans l'horreur. Le casting se monte rapidement. Angela Bassett, fraîchement auréolée de son triomphe dans Tina en 93, est recrutée pour incarner Rita Vader, la détective du NYPD qui ignore tout de son héritage vampirique. Bassett apporte une vraie puissance dramatique au film, une présence féminine forte qui doit équilibrer le charisme de Murphy. Alan Payne décroche le rôle de Justice, le partenaire mystique de Rita. Pour le jeune acteur, c'est un moment de consécration. When you're a kid and you say yourself, I want to be an actor, or I want to be a star, or you set a goal for yourself, and I'm watching Eddie Murphy on television, and at the time, Eddie Murphy's a big star. He just did 48 Hours, and with Nick Nolte, and it's clear to everyone he's going to become this major star. And I say to myself, I want to be an actor, and then cut to years later, and here I am in a movie with him that he requested me to be in. Kadim Hardison, connu pour la série A Different World, complète le casting dans le rôle de Julius Jones, le neveu transformé en ghoul. Murphy, fidèle à ses habitudes, insiste pour jouer plusieurs personnages secondaires avec différents maquillages. Guido et le prêcheur Polly, deux rôles outranciers qui lui permettent de lâcher son humour habituel. Le tournage démarre le 4 octobre 1994 et s'étale jusqu'au 14 janvier 1995. Et c'est là que les problèmes commencent à apparaître. Murphy veut garder un charisme léger, une distance ironique avec son personnage. Craven veut de la noirceur pure. Et Paramount, de son côté, panique en voyant les rushs et commence à demander plus d'humour. Quelque chose qui ressemble davantage à Le flic de Beverly Hills. Les trois visions s'entrechoquent sans trouver d'équilibre. Le scénariste Chris Parker racontera plus tard que le studio essayait même de piéger Murphy pour le forcer à être plus drôle alors que l'acteur voulait justement jouer sérieux. Un paradoxe total. Le tournage est aussi marqué par un drame. Sonia Davis, la doublure d'Angela Bassett, meurt après une chute de 13 mètres lors d'une cascade. L'accident secoue toute l'équipe et plombe l'ambiance déjà tendue sur le plateau. Entre les divergences créatives, la pression du studio et ce décès tragique, un vampire à Brooklyn se fabrique dans la douleur. Personne ne sait encore quel film sortira du montage final, mais une chose est sûre, ce sera un compromis bancal que personne n'a vraiment voulu. Un vampire à Brooklyn raconte l'histoire de Maximilian, dernier descendant d'une lignée de vampires exilés depuis des siècles dans les Caraïbes. Pour assurer la survie de son espèce, il débarque à New York dans un cargo fantôme qui s'échoue dans le port de Brooklyn, laissant derrière lui un massacre sanglant. Maximilian a une mission claire, trouver sa semblable, une femme qui porte en elle le sang vampirique et qui lui donnera une descendance. Cette femme, c'est Rita Vader, détective du NYPD qui ignore tout de ses origines surnaturelles. Rita vient de perdre sa mère, internée pour troubles mentaux, et elle est hantée par des visions étranges qu'elle ne comprend pas. Ces visions sont en réalité liées à son héritage vampirique. Elle est la fille d'un vampire et d'une humaine, la dernière de sa lignée. Maximilian le sait, Rita non. Toute l'intrigue repose sur cette asymétrie d'informations. Pour approcher Rita, Maximilian use de tous les artifices du vampire classique. Séduction, manipulation, transformation. Il se fait passer pour un homme d'affaires mystérieux, utilise ses pouvoirs hypnotiques pour la troubler et sème la confusion entre elle et son partenaire Justice, détective spécialisé dans les affaires occultes qui
qui flaire le danger. En parallèle, Maximilian croise la route de Julius, un petit escroc qui a des dettes envers la mafia italo-américaine. Le vampire lui donne son sang et le transforme en créature mi-morte, mi-vivante. Une goule en décomposition qui devient son serviteur grotesque. J'ai découvert un vampire à Brooklyn pour cette vidéo et honnêtement je suis ressorti avec un sentiment bizarre, celui d'avoir vu un film qui aurait pu être génial mais qui s'est sabordé tout seul. Parce que l'idée de départ elle est bonne, sur le papier t'as là les ingrédients pour faire un vrai film de blaxploitation horrifique moderne, un Blackula version 90 avec du budget et du talent. Sauf que ce qui est sorti c'est pas ça du tout. Ce qui fonctionne avec le film, c'est tout ce qui touche à l'ambiance visuelle de Craven. Quand le réalisateur a les mains libres, quand il peut poser son atmosphère gothique sur le Brooklyn nocturne, ça marche. Les scènes où Maximilian séduit Rita, notamment la danse hypnotique, c'est beau, c'est sensuel, ça dégage une vraie tension érotique mêlée de danger. Angela Bassett est excellente, elle joue juste, elle apporte une gravité à son personnage qui contraste avec le délire autour d'elle. Et puis il y a des moments d'horreur pure où Craven montre qu'il n'a rien perdu de son savoir-faire. La transformation de Julius en goule, le bateau fantôme du début, certains meurtres, quand le film accepte d'être un film d'horreur, il les respire. Mais voilà, le problème majeur, celui qui plombe absolument tout, c'est Eddie Murphy. Et je pèse mes mots. Murphy phagocyte le film pour y injecter son humour habituel et cet humour ne s'intègre pas du tout avec le reste. Quand il joue Maximilian droit, Murphy est correct, sans être transcendant. Il a le charisme, la présence, mais il refuse d'aller chercher la vraie noirceur que Craven voulait. Il garde toujours une distance ironique, un petit sourire en coin, comme s'il avait peur d'aller trop loin dans le sérieux. Résultat, Maximilian n'est jamais vraiment effrayant. Tu ne crois jamais qu'il est un vrai prédateur dangereux. Et puis il y a ces autres personnages, des caricatures grosses comme des maisons qui débarquent en plein milieu du film comme des chevaux sur la soupe. Ces scènes-là, elles sont là uniquement pour rappeler au public qu'Eddie Murphy est drôle. Sauf que dans un film qui essaie de parler de vampirisme, de séduction mortelle, de mythologie afro-caribéen, ces passages détruisent toute la tension accumulée. Pour moi, le film a raté parce qu'Eddie Murphy n'a pas eu le courage d'aller au bout de son idée. Il voulait jouer un vilain, mais il voulait aussi rester Eddie Murphy le comique. Tu peux pas faire les deux à la fois, pas comme ça en tout cas. Soit tu fais un film d'horreur sérieux avec des touches d'humour qui naissent naturellement de l'histoire, soit tu assumes la comédie horrifique totale. Là, le film essaie de satisfaire tout le monde et ne satisfait personne. Un vampire à Brooklyn sort aux États-Unis le 27 octobre 95, pile pour Halloween. Le timing est parfait, la machine promotionnelle tourne à fond. Le film débarque dans 2307 salles, une sortie large qui montre que le studio y croit, ou du moins espère sauver les meubles. La France devra attendre le 22 mai 96 pour découvrir le film, soit 7 mois plus tard. Le premier week-end rapporte environ 7 millions de dollars, ce qui place le film en 3e position du box-office. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus l'explosion espérée pour un film d'Eddie Murphy. Et surtout, la chute est brutale. Le bouche à oreille est mauvais, le public ne suit pas, et le film termine son exploitation américaine à 19,8 millions de dollars. À l'international, il grappille 15,2 millions supplémentaires pour un total mondial de 35 millions. Avec un budget entre 14 et 20 millions, techniquement le film n'est pas un gouffre financier. Il rembourse ses coûts de production, mais quand tu ajoutes les frais de marketing et de distribution, c'est clairement un échec commercial. Pour Paramount et Eddie Murphy, c'est surtout une grosse déception. Le dernier film de leur collaboration historique termine en queue de poisson. La presse française de l'époque est particulièrement brutale. Les Inrecuptibles massacrent le film à sa sortie. Le regard de Wes Craven oscille entre réalisme et comédie, mais le film souffre d'un grave manque d'idées. La seule idée originale réside dans la couleur noire du vampire, filon déjà exploité. La place de Murphy dans un tel rôle est improbable, réduisant le film à une comédie ratée plutôt qu'un film d'horreur. Le consensus critique de l'époque est clair. Le mélange ne fonctionne pas, Murphy n'est pas crédible en vampire, Craven n'arrive pas à équilibrer horreur et comédie, le scénario est faible. Face à cet échec, Eddie Murphy adopte une posture déjà résignée dès les interviews promotionnelles. Quand on lui parle de faire des suites comme pour le flic de Beverly Hills, sa réponse en dit long. If Vampire in Brooklyn is the hit I think it's going to be, I think we will have to have Vampire 1, 2, and 3. Oh, I don't know, man. Those contact lenses really hurt. I don't know if I can ever do that again. It's so, I have really sensitive eyes. I don't know how people that wear contact lenses go and just pop the thing in their eye. I can't even get Visine in my eye.
Like my eye, I'm like spaz out. And it would take like a half hour, hour to get the contact lenses in my eye. Quelques années plus tard, Murphy sera encore plus direct en expliquant qu'il a dû faire un vampire à Brooklyn pour sortir de son contrat avec Paramount et pouvoir enfin tourner le professeur Folding, et que la perruque ridicule de Maximilian a détruit toute crédibilité du personnage dès sa première apparition à l'écran. Eddie Murphy tire un trait sur les expérimentations hasardeuses. Il a voulu prouver qu'il pouvait jouer les méchants, sortir de sa zone de confort. Résultat, un bide qui s'ajoute à une série déjà longue. Heureusement pour lui, le professeur Folding sort en 96, soit un an après le vampire. Le remake du Dr. Jerry et Mr. Love explose tout. Plus de 270 millions de dollars au box-office mondial. Murphy retrouve ce qu'il sait faire de mieux, la comédie familiale avec transformations multiples, et le public lui pardonne instantanément. La famille Folding en 2000, Shrek en 2001 avec la voix de l'âne, Murphy redevient une valeur sûre en restant dans son registre. Un vampire à Brooklyn devient une anecdote embarrassante qu'on ne mentionne plus. Wes Craven, lui, sort de ce tournage épuisé par des mois de bataille. En 95, il envisage sérieusement d'arrêter l'horreur. Le scénario de Scary Movie, futur Scream, arrive sur son bureau. Craven hésite. Encore un slasher après 20 ans à faire Freddy, mais quelque chose dans le script de Kevin Williamson le séduit. L'ironie, la déconstruction, l'intelligence. Scream sort en 96 et révolutionne le genre. Plus de 170 millions de dollars, une influence qui dure encore aujourd'hui. Craven passe d'un statut de maître respecté mais fatigué à celui de visionnaire qui redéfinit le slasher. Un vampire à Brooklyn disparaît complètement de la conversation, écrasé par Ghostface. Angela Bassett traverse ce film sans une égratignure. Elle enchaîne immédiatement avec Où sont les hommes et Strange Days de Catherine Bigelow qui sortent aussi en 95. Bassett continue de monter avec des rôles forts, devient une figure majeure du cinéma afro-américain, puis rejoint le MCU dans Black Panther en 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait, like la vidéo et si elle t'a plu, tu peux la booster. Si tu en as la possibilité, tu peux souscrire à un abonnement premium avec déjà la vidéo de la semaine prochaine ou faire un tip sur mon compte Ko-fi. Ça m'aiderait beaucoup. À très vite pour une prochaine. Salut!